Donc Laetitia Olivetti-Lebas, je suis professeure d'histoire-géographie à la CSI depuis 5 ans. Bonjour, donc je suis Guy Fumiato, je suis enseignant de sciences de la vie et de la Terre à la Cité scolaire internationale de Lyon-Gerland. J'enseigne au collège et en lycée. Cette année, mes élèves vont de la 4e à la terminale scientifique. Pensez-vous que le changement climatique est une préoccupation majeure ? Alors oui, je pense que c'est une préoccupation majeure, c'est quand même quelque chose dont on parle depuis longtemps. On en est un peu tous conscients. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'on agisse. Les élèves, les professeurs, bien sûr, en parlent dans leurs cours déjà de ce changement climatique, en géographie notamment. On entend beaucoup parler dans les médias, dans l'actualité. Oui, je pense que c'est le moment d'agir et c'est pour ça que la COP21 est peut-être bienvenue actuellement, maintenant. Le changement climatique est une préoccupation majeure. À l'échelle géologique que je connais, avec laquelle je travaille, ce n'est pas du tout un souci. Mais les changements, la Terre a été beaucoup plus froide, la Terre a été beaucoup plus chaude au cours des temps géologiques. Mais ce qui se passe depuis le début de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle se passe cette fois à l'échelle humaine et pas à l'échelle géologique. Et donc le réchauffement est indéniable. Il est constaté par des personnes qui se rendent depuis plusieurs années sur le même lieu de vacances au bord de la mer. Et ils voient que le niveau de la mer monte, etc., que les côtes sont érodées, etc., etc. Il y a le fameux exemple de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer, qui a été construit en 1972, il était à 200 mètres de la mer, et là il a dû être totalement évacué, parce que la mer arrive au pied de l'immeuble maintenant. Donc il y a des signes comme ça, c'est indéniable. Au niveau, donc ça va révolutionner un petit peu, par exemple, le fonctionnement des stations de ski de basse altitude. Par contre, les stations de ski de plus haute altitude n'auront pas de problème d'enneigement. Quoi d'autre? Ça va dégager la route au nord, la route maritime au nord du Canada. Donc ça va influencer les mouvements commerciaux des navires marchands, entre autres. Et autre effet, ça déglace le pôle Nord, autour du Groenland par exemple, et donc ça rend exploitables les richesses pétrolières, par exemple, de ces pays. On peut craindre un petit peu pour l'environnement et la bonne santé des eaux et des populations d'animaux marins qui les habitent. Voilà. Donc il y a beaucoup de motifs d'inquiétude. Que pensez-vous que nous puissions faire pour remédier au problème ? Alors c'est une vaste question. Pour remédier au problème, il y a sans doute des milliers d'actions à entreprendre. Des actions à notre niveau, à notre échelle en tant que citoyen, mais aussi des actions peut-être au niveau international et au niveau national. Donc je pense qu'à toutes les échelles, il va falloir agir. Les États doivent prendre des mesures, par exemple, pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables et encourager les entreprises et les particuliers à changer effectivement de mode de consommation, de mode de vie. Et puis les associations, les citoyens à notre échelle, on doit aussi, dans notre vie quotidienne, prendre des mesures concrètes pour moins polluer, pour moins consommer ou consommer plus utile ou plus juste, oui. Pensez-vous que nous faisons assez pour remédier au problème ? On ne fait jamais assez parce que c'est un problème qui dépasse en fait l'existence d'un être humain. C'est ce que disaient les gens, c'est la terre, on doit la garder pour nos enfants. Mais rares sont les gens qui sont personnellement, pour employer un anglicisme, impactés par ce réchauffement climatique. Donc on a du mal à s'investir, je pense à 100%, parce que à la limite, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et ça, c'est typiquement humain. D'abord nous et après les autres. Pouvez-vous expliquer l'utilité d'une telle réunion d'après vous ? Alors cette réunion, c'est effectivement la grande question, c'est de savoir si elle va vraiment aboutir à quelque chose, puisqu'on a 190 chefs d'État qui vont être présents.
C'est un symbole sans doute très fort, ça c'est sûr. C'est un message envoyé à tous les citoyens du monde. Les chefs d'État sont là pour discuter des mesures à prendre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc oui, c'est sans doute un message très fort. Après, on espère que la montagne ne va pas accoucher d'une souris, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des résultats, des actions qui seront entreprises, des mesures contraignantes pour obliger les États à agir. Donc on verra bien, peut-être que déjà beaucoup de choses sont décidées, c'est possible, peut-être qu'il y aura des surprises de dernière minute, de derniers instants, on verra. On espère tous que quelque chose que ça aboutisse. Voilà. Et qu'attendez-vous de la COP21 ? Alors j'ai entendu justement récemment qu'il y avait un document de 28 pages. Et c'est ce document de 28 pages qui est le document de travail de la COP21 et qui doit donc être modifié peu à peu. Et il faudrait qu'à la fin de cette conférence, donc qui a lieu à Paris-Le Bourget, eh bien ce document soit totalement terminé et admis par tous les représentants. Parce que s'il y a un seul représentant qui est contre, la COP sera totalement inutile. C'est ce qui s'est passé pour le Danemark, où les États-Unis et les Chinois ont dit « nous, on en a marre, on n'en a rien à faire » et qui ont quitté le sommet, d'après mes souvenirs, ce qui a fait que rien n'en est sorti. Voilà. Alors ça serait quand même bien, avec tout la débauche d'énergie et le fait qu'on ait pu réunir un si grand nombre de chefs d'État, eh bien, il en sort quelque chose quand même. Alors il y a souvent l'adjectif contraignant qui revient. Il faut que ce soit des décisions contraignantes. Sinon, ça va rester dans le vague, dans l'écrit, comme ça. Voilà. Pensez-vous que la COP21 est essentielle pour les prochaines décennies ? Oui, je pense qu'elle est essentielle parce que, comme je l'ai dit, c'est un message fort qui est envoyé aux habitants du monde entier, aux chefs d'État. Je pense que ça orientera nos décisions, même si, alors peut-être qu'on sera déçus, même si tout n'est pas décidé et tout n'est pas entrepris, ça orientera forcément nos choix futurs, nos modes de vie, nos modes de consommation et puis aussi le choix des États. Donc je pense que c'est bien de faire le point où on en est, ce qu'on va faire et comment on s'oriente pour la décennie ou les décennies futures. Donc j'imagine que ça va peser, oui, dans le futur, cette COP21. Pensez-vous qu'elle est essentielle pour les prochaines décennies ? Oui, elle est essentielle parce qu'on ne pourra pas fonctionner comme on fonctionne jusqu'à la fin, quoi. Ne serait-ce que pour la viande, il semblerait qu'il nous reste seulement 40 ans de viande. Mais on ne peut pas empêcher les pays émergents d'acquérir un certain niveau d'industrialisation. Quand ils n'ont à leur disposition que du charbon, il faudrait qu'on leur propose d'autres choses. Et on ne va pas empêcher, par exemple, les Chinois, j'aime bien le peuple chinois, on ne peut pas empêcher les Chinois de manger de plus en plus de viande maintenant qu'ils ont les moyens d'en acheter. Et pensez-vous qu'une telle réunion est utile ? Une réunion est utile si on peut échanger à égalité et puis qu'on peut apprendre des autres. La culture, c'est ce qu'on apprend au contact des autres. Donc, une telle réunion est utile. Les chefs d'État ne restent que 2 jours. Et hier, ils avaient droit chacun à parler 3 minutes, ils ont chacun quasiment parlé 10 minutes. Mais après, il reste 2 jours, mais la conférence, elle dure plus que ça. Et j'espère que dans les réunions qui vont suivre, eh bien, il pourra y avoir des conclusions pratiques, des décisions pratiques. Voilà, il faut l'espérer.